Il est 18h17, merci à vous d'écouter Europe 1. C'est l'heure de l'invité d'Europe Soir. Et vous savez qu'on a appris à la mi-journée la disparition d'une icône de la mode, styliste visionnaire, pionnier du prêt-à-porter, le couturier français Pierre Cardin. Il s'est éteint à 98 ans dans la matinée à l'hôpital américain de Neuilly. Pour en parler ce soir et pour lui rendre hommage, un autre très grand nom de la mode et du stylisme. Bonsoir Jean-Paul Gaultier. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1. On imagine votre émotion ce soir, vous l'appréciez beaucoup, on le sait, Pierre Cardin. Ben évidemment, parce que je lui dois tout en fin de compte, puisque à l'âge de 18 ans, le jour de mes 18 ans, un téléphone que reçoit ma mère pour me faire venir à Place Beauvau pour lui apporter là où il était, à sa boutique, pour lui venir et puis peut-être travailler avec lui. Voilà, je lui avais envoyé des croquis et il m'a répondu et ça a été mon début dans la mode. Il m'a ouvert la porte de la mode, on va dire. Il était comment à cette époque-là, Pierre Cardin ? Ben, il était super créatif, quoi. Il a toujours été, il a continué jusqu'au bout d'ailleurs, je dois dire. Il avait vraiment le cœur à l'ouvrage, jusqu'à ses 98 ans. À l'époque, il faisait plein de choses. C'était juste au moment, si vous voulez, où l'espace Cardin allait s'ouvrir, c'est-à-dire l'endroit, le théâtre que l'on connaît, et un lieu où il présentait aussi du design. Il faisait à la fois donc la mode, le design. Il était ambassadeur. Il était plein de choses à la fois. Ce n'est pas seulement dans le domaine de la haute couture. C'est lui le premier aussi qui a inventé le prêt-à-porter. Évidemment, qui a fait donc des vêtements de diffusion qui lui ont permis d'ailleurs d'être rejetés par la chambre syndicale de la couture puisque eux n'appréciaient pas du tout ça, quoi. Mais lui croyait justement, voyait ça comme le futur. Il était vraiment un futuriste. Ça a été quelqu'un de très extrêmement créatif, extrêmement moderne, contemporain et original également, hein. Original et d'avant-garde. Moi, je me souviens, une des choses que peu de personnes savent, c'est, il avait fait dans les années, alors là, 65, 66, à peu près, ce qu'il appelait la cardine. C'était une robe, et c'était fait un peu le système, vous voyez, du gaufrier, avec le moule à gaufres, et dans lequel, donc, il y avait une espèce de sculpture interne, on mettait un liquide qui d'un seul coup se durcissait et devenait comme une espèce de robe, comme ça, qui s'enfilait. Vous vous rendez compte? C'est absolument quelque chose d'incroyable. Un moulage de robe, en vêtements. Ça n'a pas fait carrière, mais ça devrait être pris, quoi. Je crois que c'est quelque chose d'absolument original et jamais fait autrement. Son vestiaire, vous le décririez comment? Il était joyeux, exubérant, il y avait ces matières, vous le disiez, avant-gardistes, hein? Ah, mais totalement avant-gardiste et très, en même temps très sobre et très dépouillé. Je me souviens qu'une fois j'avais fait des croquis et tout, il m'avait dit, il faut enlever les petits détails et tout, laisser garder l'idée essentielle. Ce sont les copieurs qui font des tas de petits détails qui n'ont aucun intérêt. Donc il faut faire la pureté et tout. Mais il trouvait des nouvelles lignes, des nouveaux matériaux, il n'avait peur de rien en fin de compte, même de faire des défilés qui étaient un peu comme des spectacles. Ça ne se faisait pas à l'époque, c'était très traditionnel, les défilés de haute couture. Il y avait Louis Courrèges et Paco Rabanne, je crois, qui étaient les pionniers vraiment de cette mode avant-garde. Il pensait d'ailleurs à la femme du futur. Alors pour lui, c'était la femme qui allait aller sur la Lune et il présentait son défilé comme ça, sur le podium, donc à l'espace Cardin, avec un projecteur sur lui. Et il annonçait la femme qui va marcher sur la Lune et tout, c'est pour elle que j'habite, c'est elle que j'habite. Il avait fait d'ailleurs il avait fait des combinaisons dignes de science-fiction, ultra moulantes, les cosmocorps, je crois, c'était aussi assez. Les cosmocorps, ça c'était assez génial. Alors, une anecdote assez drôle, c'était que la première année où j'ai travaillé chez lui, j'avais réussi à m'acheter un Cosmocorps qui était fabriqué à l'époque par Brill. C'était une maison de prêt-à-porter, donc pour hommes. Et je me souviens être allé au Maroc et sur un chameau, avoir monté sur le chameau. Il faut nous envoyer la photo. Promenade en Cosmocorps. Je veux dire que ça devait être assez surréaliste. Merci, monsieur Cardin. J'imagine. On peut voir la photo, Jean-Paul Gaultier. L'histoire de la mode retiendra aussi ses robes bulles, ses vestes à épaules pagode, ses costumes à col Mao aussi, hein. Tout à fait. Attendez, et le costume des Beatles sans col, c'est-à-dire c'était comme un ras du cou comme ça et tout, qui était quand même assez moderne. Et d'avoir fait pour homme, d'ailleurs, l'homme avec une ligne un peu plus appuyée, un peu plus près du corps. Vous voyez, sorti des années 50, les années 60, il les a fait vraiment amorcer une ligne plus suivant la morphologie du corps masculin. Et il a été donc c'est quand même un pionnier à faire défiler aussi des hommes. À l'époque, ça se faisait pas du tout. À faire défiler des hommes, il y avait quelquefois même quelqu'un qui voyait, oui, une ouverture comme ça. Aussi mannequin japonais avec Hiroko Bergower, aussi mannequin une indienne aussi. Je me souviens à l'époque où j'y étais, il y avait une indienne et tout, et c'était bien parce que c'était un melting pot. Et d'ailleurs, c'était la même chose au studio, là où je travaillais et tout, où dessinais, notamment pour les licences et des lunettes. Là, j'avais fait plein de lunettes, je me souviens pour lui. Eh bien, on était chaque
personne, chaque assistant était d'une nationalité différente. Donc on était 8 nationalités différentes à travers le monde. Dans la série Précurseur, vous parliez du Japon. Il a importé l'art de vivre japonais qui aujourd'hui, on connaît bien cet art de vivre, mais lui, il l'a fait vivre dans ses collections. Il a été le premier, je crois. Hein. Oui, il a été le premier, tout à fait, à l'inscrire, comme plein d'autres choses d'ailleurs. Il a inscrit aussi d'autres choses dans un mode de vie, si on peut appeler ça un mode de vie, tout au moins le design, et puis aussi, on va dire aussi Maxime. Alors là, l'anecdote est assez drôle pour Maxime, c'est qu'une fois, dans les années fin 60, il avait donc révolutionné la mode masculine avec son costume cintré, sans col et simplement, alors comme un smoking, mais simplement on dépassait le col roulé, un col roulé blanc au lieu de la chemise avec la cravate. Il s'est fait interdire l'entrée de Maxime. Le fameux restaurant de la rue Royale, voilà, qu'il a ensuite racheté parce qu'il était aussi gastronome. Il en est devenu propriétaire, je crois, en 81. Il a développé la marque dans le monde entier. Oui, il avait énormément de casquettes pour rester dans la casquette de la mode dans un premier temps. Vous en parliez, il a organisé des coups médiatiques aussi, un défilé dans le désert de Gobi, un autre sur la place rouge de Moscou. Il a habillé aussi des stars. Très rapidement, si vous voulez, que la mode, le défilé entre autres, c'était quelque chose plutôt pour la promotion et la publicité, en fin de compte, pour, si vous voulez, pour la signature et pour la marque, vous voyez. Donc, toujours trouver des endroits extravagants. Je me souviens à l'époque où j'y étais, mais ça, il l'a jamais fait, mais c'était une idée à la limite qui irait très bien avec maintenant. C'était de faire un seul défilé par an. Vous voyez, un défilé qui ferait automne, hiver, printemps, été, tout ça à la fois. Et je trouve que c'était pas une mauvaise idée du tout, mais il l'a jamais mise au point. Mais toujours, il lançait des choses comme ça, toujours dans la recherche et la curiosité perpétuelle et toujours et avec cette indépendance qui était très importante aussi pour lui, hein. Oh ben c'est ça, c'est-à-dire que vraiment, si vous voulez, il m'a ouvert la porte de la mode, mais la porte aussi sur la liberté, le fait de faire en fin de compte ce en quoi on croit, essayer et de le réaliser. Et ça a été vraiment ça. Son goût aussi pour le théâtre et le spectacle. Et maintenant, je me rends compte que moi aussi, ben voilà, j'ai fait même un spectacle et tout moi-même. Et en fin de compte, je suis pas tout à fait quand même, parce que je n'ai pas son talent de pouvoir tout faire. Lui, c'était vraiment en plus un homme d'affaires et un ambassadeur et un académicien. Et oui, voyez-vous, effectivement. Et il avait lui-même, je crois, cousu son épée, ou il y a une histoire comme ça, non? Il avait brodé. Oui, c'est ça, il avait brodé. Ouais. Brodé, c'est ce que je voulais dire. Oui. Son épée d'académicien. Il avait fait celui de Marguerite Yourcenar aussi. Également. Dans la mode aujourd'hui, Jean-Paul Gaultier, que reste-t-il de la pâte, Pierre Cardin ? Ben, je crois qu'il reste ce souci si vous voulez, avec tous les revivals qu'il y a et tout, évidemment, le côté assez moderne. Je sais qu'il y a pas longtemps, j'ai fait d'ailleurs un hommage. Je me suis senti capable de faire un hommage à Pierre Cardin. Donc, m'inspirer un peu de choses qu'il avait fait, notamment le cinétisme, la pureté et, si vous voulez, la modernité des années 60, vous voyez. Et ça reste toujours quand même comme une empreinte. En plus, ne serait-ce que dans le design, où maintenant il y a une espèce de revival aussi de cela. Je crois que sa patte, on peut la retrouver partout dans tout ce qui est aussi des rêves et un peu une espèce de futurisme un peu dans le vêtement. On retrouve un petit peu ça. Alors je ne sais pas avec le chaos qui se passe en ce moment comment tout cela va tourner, mais je crois que maintenant toutes les époques se côtoient plus ou moins. Oui. Et avec le retour du vintage et du revival, donc le Cardin pourra tout à fait se porter aussi bien que peut-être que des vêtements historiques, pourquoi pas. Un mot sur son empire, Jean-Paul Gaultier. Il avait une particularité, un amour démesuré pour les licences. Il a là encore été l'un des premiers à se lancer sur ce créneau des licences. C'est-à-dire qu'il autorisait des fabricants ou des distributeurs à apposer son nom sur un produit en échange de royalties, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est cela. Et il l'a fait le premier, il était hyper critiqué. Moi, je sais que quand je suis rentré, c'était le moment où il y avait du chocolat Cardin. Et tout le monde critiquait, disant, mais comment, même du chocolat, il va toucher n'importe quoi et tout. Mais il y avait de tout, de l'eau minérale, des stylos. Et il y a si vous voulez, un documentaire qui a été fait il y a pas longtemps, il y a à peu près 3 mois, et qui était passé au cinéma, et dans lequel on le voyait, mais parce que ça, je n'avais jamais assisté à une de ces réunions avec ses licenciés, à quel point il faisait attention, il était exigeant, une exigence incroyable pour obtenir exactement ce qu'il voulait, que l'image ne soit pas du tout dénaturée, vous voyez, que ce soit vraiment un produit Cardin et pas autre chose, simplement avec une griffe. Ouais, c'est ça. Il disait qu'il connaissait chacun de ses licenciés. C'était quand même quelqu'un d'assez exceptionnel pour ça aussi. Pierre Cardin disait qu'il était difficilement remplaçable. Qui aujourd'hui pourrait le remplacer? Est-ce que vous êtes son héritier?
Je ne crois pas. Je crois qu'il est vraiment irremplaçable. C'est-à-dire que Pierre Cardin, c'est Pierre Cardin. Il laisse des traces. Regardez, mettons sa collection de meubles, de design. Et si on voit, non, je ne suis pas du tout son héritier. Je crois que son héritier, c'est le nom qui va continuer et qui continuera à exister. Il faudra le faire exister. Je ne sais pas de quelle façon, mais en tous les cas, il ne peut pas y avoir quelqu'un qui puisse le remplacer. Il était unique. Je crois trouver toutes ces qualités-là. Regardez, on parle de Saint-Laurent, mais Saint-Laurent, c'était avec Pierre Berger. Berger. Oui. Là, Pierre Cardin, c'est Pierre Cardin tout seul. Vous voyez. Alors quelqu'un prendre les rênes, je ne sais pas. Enfin, la question ne se pose même pas. Je crois qu'il reste plutôt avec en plus, quelle facette de lui on peut prendre, parce qu'il y en a tellement des facettes. Oui. Merci en tout cas. C'est une espèce. Excusez-moi, c'est une espèce d'empereur, en fin de compte, dans le côté, si vous voulez, il avait une espèce d'empire comme ça, avec plein de choses, dans plein de domaines différents. Dans le théâtre aussi, c'est lui qui a découvert Depardieu, enfin, il a fait plein de choses, il a été à la fois l'ami et aussi le couturier de Jeanne Moreau, enfin, l'ami, je veux dire l'amant de Jeanne Moreau, oui. Et habillé Viva Maria et tout plein de films. Il aimait beaucoup le cinéma, et il adorait le cinéma et le théâtre. D'ailleurs, après, il faisait un festival, justement, au château de Lacoste, Petit village du Vaucluse dont il était tombé sous le charme. Effectivement, on ne va pas pouvoir tout dire parce qu'effectivement, il avait tellement de facettes. Merci en tout cas, merci infiniment Jean-Paul Gaultier de nous avoir parlé avec autant de passion ce soir de Pierre Cardin qui vient donc de disparaître à 98 ans. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir.